BFM Business fait le pari des entreprises de taille intermédiaire. Paris ETI avec Patrice Béguet. En ce 17 janvier, journée spéciale des ETI, c'est ici et nulle part ailleurs sur BFM Business. C'est forcément dans l'émission Paris ETI. Pour cette première émission en live, je suis très heureux de recevoir 3 engagés, 3 passionnés, 3 acteurs clés des ETI en France. Tout d'abord, un entrepreneur, Jean Régnier, président et fondateur de Commerce. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Plaisir également de recevoir, après l'entrepreneur, le financier, Philippe Pétigny, directeur de marché des entreprises à la Banque Palatine. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Et la représentante des ETI en Ile-de-France, du club des ETI en Ile-de-France. Elle est unique, elle s'appelle Claudine Leprince, déléguée générale du club ETI Ile-de-France. Salut à toi. Bonjour Patrice et bonjour à tous. Alors si vous êtes prêts toutes et tous, Paris ETI, c'est parti. Paris ETI sur BFM Business. Allez, on va démarrer avec Jean Régnier. Tu diriges Commerce, que tu as créé en 2004. Commerce aide les entreprises qui veulent externaliser leurs relations clients. Tu mets en place cette relation client à haute valeur ajoutée, 100% basée en France avec des clients français. Tu es le représentant de la French Fab, de la French Tech, de la French Car, de tout. Et quels clients? VIP, Inderred, Velux et même la Tour Eiffel. Alors, la crise sanitaire, la crise énergétique, la relation client, je pense, se réinvente profondément. Tu le vois, en particulier dans ton entreprise? Alors, effectivement, on peut répondre de 2 manières à cette question. Oui, bien entendu, nos métiers sont transformés. Ils ont été récemment assez sensiblement impactés par la crise sanitaire, comme beaucoup d'autres filières professionnelles. Une des conséquences a été la mise en place du télétravail. Tout le monde pensait que c'était impossible hier, on l'a mis en place extrêmement rapidement. Une autre innovation qui prend de la place dans nos métiers, c'est l'hybridation de la relation client, pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire à la fois augmenter le niveau de service offert à nos clients, essayer aussi de maîtriser les coûts afférents à la relation client, parce que c'est un service de qualité, donc il a un coût. L'hybridation permet effectivement, avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, au travers de la digitalisation aussi, d'automatiser un certain nombre de process, et essayer de garder le meilleur de l'humain au service des clients. Donc une des évolutions majeures, c'est cette hybridation de la relation client, et l'ambition d'offrir à la fois le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie. Après, on va dire non, la relation client n'évolue pas parce que finalement, les clients attendent toujours la même chose, c'est-à-dire une haute disponibilité, qu'on puisse leur répondre très rapidement, idéalement une réponse humaine, personnalisée et efficace. Alors, je disais, tu es l'entrepreneur, mais je dirais un super entrepreneur. Un super entrepreneur, il sait s'entourer. Et les chiffres sont là. Tu as moins de 10% de turnover. Comment tu fidélises tes équipes ? Alors, je suis parti au moment de la création de l'entreprise, dans quelques mois, il y aura 20 ans, d'une conviction forte qui est pour créer une expérience client mémorable, tout repose sur la qualité des équipes que nous allons être capables chez Commerce d'attirer et de fidéliser. Et je pense qu'il faut savoir se poser des exigences vis-à-vis de nous-mêmes, créer des bonnes conditions de collaboration, justement pour parvenir à atteindre cet objectif. Nos collaborateurs qui sont dédiés à nos clients, aussi divers, vous l'avez rappelé, que venteprivée.com, VIP, la Tour Eiffel, les agences régionales de santé, donc une grande diversité. On a des équipes qui leur sont dédiées, qui sont extrêmement engagées, motivées pour en être des ambassadeurs, fidèles, souriants et performants. Tu entreprends, tu finances. Philippe Pétigny, tu es en charge du marché des entreprises à la Banque Palatine. La Banque Palatine, c'est un peu la banque des ETI. Depuis plus de 240 ans, 26 agences. Tu accompagnes 13 000 entreprises, 50 000 clients privés. C'est énorme. Qu'est-ce que vous faites en fait au quotidien pour accompagner nos ETI françaises, nos entreprises de taille intermédiaire ? Alors d'abord, avant de te répondre, on est très heureux de relancer une nouvelle édition du Grand Prix des ETI, là, qui marque le départ aujourd'hui d'une nouvelle édition. C'est un vrai plaisir de lancer un coup de projecteur sur ces entreprises qui, on le verra, sont très importantes dans l'écosystème français. C'est la 7e édition du Grand Prix des ETI. Et en cette édition, on a mis un coup de projecteur sur plus de 120 entreprises qui sont venues sur l'antenne de BFM parler de leurs projets, de leurs ambitions, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien à la Banque Palatine ? D'abord, on a un modèle
de proximité, de transparence avec nos clients. Et au quotidien, on gère du temps court et on gère du temps long. Le temps court, c'est la trésorerie, c'est le poste client, ce sont les flux financiers. Et le temps long, c'est les opérations de financement, les projets, la structuration des financements, la transition énergétique, la transmission des ETI. Il y a une ETI sur deux qui doit avoir un projet de transmission dans les années à venir. Et en mettant en musique tout ça, notre projet pour les opérations les plus complexes, c'est d'amener à nos clients la même technicité qu'une grande entreprise avec une équipe de BFI d'une grande banque. Alors, tu es également un observateur privilégié, j'ai envie de dire, de la santé financière des ETI en France. Comment elles vont actuellement ? Alors on les observe à double titre. D'abord, une ETI sur 5 est cliente de la Banque Palatine. Donc celles-là déjà nous disent au quotidien ce qu'elles voient et ce qu'elles vivent. Et ensuite, on a monté avec le mouvement des ETI un baromètre trimestriel qui nous permet d'aller ausculter véritablement tout ce qui se passe chez les ETI. Alors les deux choses. Première chose, sur le dernier baromètre de la fin 2023, il y a une dégradation conjoncturelle qui commence à peser lourd dans les entreprises. La moitié des ETI estiment que leur secteur d'activité s'est dégradé, et également une ETI sur deux estime que son carnet de commandes est inférieur à celui qu'il était il y a un an. Deuxième idée, pour quelque part un petit peu moduler tout ça, c'est que la situation financière des ETI sur les différents éléments qu'on peut avoir se stabilise en fin 2023. La plupart d'entre elles disent avoir des réponses positives à leurs demandes de leur banque, de leurs partenaires financiers, et très peu d'entre elles ont des sujets de respect de covenants financiers dans les années à venir. Alors, nous avons, pour compléter ce plateau, la chance d'avoir Claudine Leprince. Tu es la déléguée générale du club des ETI pour l'Île-de-France, sous la tutelle du METI. Le METI, on connaît le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, présidé par Philippe Dornano, avec Alexandre Monté comme délégué général. La dynamique qu'on connaît des deux. Combien d'adhérents au club ETI Île-de-France déjà ? Alors, le club ETI Île-de-France, tu l'as dit, est né sous l'impulsion du METI et aussi de dirigeantes et de dirigeants de ces ETI. Ils démarrèrent 7, puis 12, et on est aujourd'hui 155. Formidable. Et ces 155 entreprises dont Jean Régnier fait partie, donc nous avons un membre autour de cette table, eh bien, elles cumulent 240 000 emplois et plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on le voit, une manne économique et un bassin d'emploi très important pour l'Île-de-France. Alors j'ai envie de te poser cette question, c'est quoi en fait le paysage des ETI en Île-de-France ? Et tu vas nous rappeler le nombre d'entreprises, tu nous as dit le nombre d'emplois, mais au global, cette dynamique, elle vient d'où ? Alors, ces chiffres étaient liés au club, mais si on regarde l'Île-de-France d'une façon générale, l'Île-de-France concentre en fait la majorité des ETI, c'est assez surprenant, mais 61% des ETI sont concentrés en Île-de-France, beaucoup de sièges sociaux, même pour les entreprises dont le site de production n'est pas forcément en Île-de-France. Et puis, c'est 68% d'ETI qui sont vraiment françaises, donc des ETI qui n'appartiennent pas à des groupes étrangers. Ces ETI cumulent en Île-de-France 900 000 emplois, plus de 900 000 emplois, et jusqu'à 600 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, et puis elles sont, suivant aussi l'ADN de nos ETI nationales, réparties pas seulement dans les grandes agglomérations, mais un peu partout sur le territoire francilien. Alors, vous avez lancé l'ETI Act. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, l'ETI Act est à l'image de l'offre de service, je dirais, des clubs, qui est vraiment d'apporter des solutions très concrètes à nos membres. Je me tourne là vers Jean. Nous avons donc signé un partenariat avec la région Île-de-France. Nous avons été le premier club à initier ce partenariat très fort dès 2021, avec toute une série d'accompagnements très concrets, avec par exemple la création de commissions où on va traiter des problématiques de RH,
de transformation numérique, de transition environnementale et écologique, d'achat, aussi de financement. On y traite aussi de financement. On y parle aussi d'internationalisation, un petit peu toutes ces problématiques de croissance de nos ETI et ces problématiques de transition. Et donc, nous allons signer le deuxième opus de cet ETI Act le 6 février. Donc, on est en pleine actualité. Nous allons signer ce deuxième opus avec la région Île-de-France, où là, on mettra l'accent sur l'innovation, la décarbonation. On a 42% de nos membres qui sont issus de l'industrie. Et puis, il sera aussi question toujours de pérenniser les emplois dont nous parlions tout à l'heure, et puis de promouvoir un petit peu ce modèle d'entreprise à la fois responsable et contributive, et donc qui contribue aussi à leur territoire. Voilà, alors on peut dire l'entrepreneur, le financeur, le club. J'ai une question. Le débat, c'est fondamental. Est-ce que vous êtes prêts qu'on lance le débat ? Absolument. Oui ou non ? Oui. Alors, on dit Paris ETI, c'est parti pour le débat. Paris ETI sur BFM Business. 8000 ETI en Italie, 12 500 en Allemagne, chers amis, mais seulement 5800 en France. Il y a un problème. Comme diraient les jeunes, il y a un blême. Comment on fait pour avoir plus d'ETI dans notre pays ? On va parler tout de suite avec l'entrepreneur Jean Régnier. Bien, alors moi je suis une petite ETI, par le nombre de salariés, effectivement, plus de 400 aujourd'hui, on rentre dans cette catégorie. Pour devenir une ETI beaucoup plus importante, c'est vrai qu'il faut qu'on puisse bénéficier des meilleurs concours, notamment des concours bancaires, à la fois pour soutenir le développement de l'entreprise, pour nous accompagner sur certains événements importants dans la vie d'une entreprise qui peuvent être l'acquisition de locaux, éventuellement des opportunités de croissance externe. Je dois dire pour ma toute petite expérience que j'ai toujours considéré que nos partenaires bancaires répondaient globalement plutôt bien et nous accompagnaient assez bien. D'une façon générale, l'entreprise, quand elle est au stade d'une PME, elle manque d'organisation, elle manque de connaissances, elle manque de temps, souvent aussi, pour solliciter l'ensemble de ces réseaux. Je pense que ce que construit le club ETI que nous avons rejoint participe de ça et nous aide à grandir plus vite et plus fort au travers des partages d'expériences qui alimentent et qui enrichissent nos connaissances, nos réflexions, aussi par la mise en réseau d'un certain nombre de compétences et d'entreprises, de services qui peuvent être de véritables accélérateurs. Alors j'ai entendu hier soir que, j'allais dire pour la énième fois, on nous promet un choc de simplification. Donc on espère que on le verra véritablement dans les mois et les années qui viennent. On considère encore aujourd'hui que si on pouvait nous libérer un peu de temps sur ces aspects-là, c'est aussi des économies à la clé. Ce serait une excellente chose. Bon, passer de 5800 à 13 000, 14 000, 15 000, on fait comment, Claudine ? Alors, je dirais, on sait faire, puisque la France sait faire des ETI, puisqu'on est passé... Toi, tu les vois toutes. On est passé aujourd'hui à 6200. Oui. Donc, on a évolué. Mais on est quand même, c'est vrai, loin du compte. Peut-être 3 choses pour compléter, effectivement, ce que disait notre entrepreneur. La première, c'est déjà de préserver les ETI qu'on a déjà en place. Donc, c'est vraiment œuvrer à cette politique de long terme, notamment sur les aspects de la transmission. On le sait, une ETI sur 2 est à céder ou transmettre dans les 10 années qui viennent. Et donc, il faut déjà... Il y a déjà la loi, le pacte Dutreil, qui contribue à faciliter cette transmission, mais consolider ces aspects de transmission nous paraissent importants, effectivement, pour protéger déjà ce trésor d'ETI que nous avons déjà. Deuxième, et cela, notre entrepreneur l'a évoqué, c'est aussi favoriser le passage d'échelle des PME de croissance vers le stade d'ETI. Et pour cela, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il y a effectivement le club dans lequel on s'y emploie, puisqu'on s'engage, c'est même dans nos statuts, on s'engage à fédérer au minimum 20% de ces PME de croissance pour les accompagner. Il y a le programme Étincelle, qui est une excellente initiative. Ce programme lancé, nous étions d'ailleurs le club et le METI pour le lancement de ce programme à l'Élysée en novembre, favoriser donc justement ce passage d'échelle. Donc il y a un certain nombre de mesures à faire effectivement auprès de ces PME pour les faire aller à la phase suivante. Une troisième
je dirais une troisième solution serait aussi, on l'a évoqué à travers, on a parlé de simplification, et il y a aussi toutes ces distorsions de normes, de réglementation qui fait qu'on n'est pas aussi égaux face à la compétitivité. Donc ces questions à régler, la simplification, on l'a dit. Et puis peut-être juste une quatrième chose que je rajouterais, qui a plus trait à la psychologie, je dirais, à la conscience collective. Eh bien, c'est comme en Allemagne, par exemple, que tu citais, c'est faire en sorte que la conscience collective, la conscience politique, la conscience économique s'empare davantage de ce que représentent vraiment les ETI en termes de valeur ajoutée. Alors quand on est banquier, on est très proche de la proximité. Les ETI sont totalement enracinés dans nos villes, dans nos villages, dans nos régions, dans nos territoires, tout simplement, c'est ce qu'on disait. En quoi elles contribuent au développement, justement, de nos territoires, mon cher Philippe ? Ben on l'a dit, les ETI sont très familiales, très provinciales, et je crois qu'il y a 68% des ETI qui sont installés dans des petites villes, loin des grands centres. Donc c'est un outil assez fantastique de développement local des territoires. C'est de l'emploi et c'est la possibilité, tout en restant dans sa petite ville, de participer à la croissance d'un leader mondial, souvent. Je voyais un petit peu Claudine acquiescer. Oui, absolument. Ce lien avec le territoire est effectivement essentiel, et ces ETI sont répartis, comme vous le disiez, pas forcément dans les grandes agglomérations, et elles s'impliquent vraiment dans l'essor économique de ces territoires. Il y en a qui vont jusqu'à créer des lieux d'habitation pour leur personnel, qui font des formations, qui ouvrent des académies, des écoles. Oui, Calicataire, comme le président d'Axelis. Absolument. Vous expliquez ça. Il a même créé des écoles, il a créé même des lieux pour pouvoir recevoir les gens. Enfin, c'est un campus, c'est extraordinaire. Oui, absolument. Et ce sont des entreprises très tournées RSE. D'ailleurs, notre entrepreneur, Jean le disait tout à l'heure, qui sont par nature très impliqués dans cette transformation des territoires. Alors justement, Jean, tu peux témoigner là-dessus ? Alors sur l'engagement RSE, oui, parce qu'on a commencé très très tôt. En fait, on avait cette vision un peu différenciante, pour ne pas dire clivante, dans les métiers de la relation client, dont chacun sait que beaucoup d'emplois, je parle en dizaines de milliers, sont partis à l'offshore, comme on dit pudiquement, pour ne pas parler du Maroc, du Sénégal ou encore de Madagascar. Donc un nombre d'emplois énorme. Nous, on a misé sur un autre modèle qu'on propose à nos clients, qui est fait de proximité, encore une fois, où l'humain est au cœur de notre projet. Et il était important qu'on prenne bien en compte notre responsabilité sociétale et environnementale pour, encore une fois, faire venir les meilleurs profils. Et je pense qu'il y a, notamment pour les générations, quelque chose qui est extrêmement important. C'est notre capacité, nous, entrepreneurs, que de donner du sens et de créer une entreprise qui n'est pas uniquement une entreprise prestataire de services, une entreprise où on va chercher quelques heures pour s'occuper et un salaire à la fin du mois, mais un vrai projet qui apporte beaucoup plus effectivement qu'une rémunération, mais un lien social, la capacité d'acquérir de nouvelles connaissances. Et donc nous sommes certifiés RSE, engagés et confirmés par l'AFNOR certification, entre autres certifications de la société Commerce. Je reste avec toi, l'international. L'export, ça devient clé aujourd'hui. D'ailleurs, quand une entreprise se crée, elle pense tout de suite mondial. 100 milliards d'euros du déficit commercial en 2023. Les ETI peuvent, je pense, nous aider à redresser la barre ? J'en suis convaincu parce que j'ai le sentiment que les ETI ont parmi les forces qui leur sont propres une grande agilité et une grande dynamique. Alors nous sommes, nous, dans un métier de service où on n'exporte pas directement. Par contre, nous pouvons considérablement accompagner des entreprises qui ont des produits ou d'autres services dans leur développement à l'international pour les aider à trouver de nouveaux marchés. Philippe ? Les 6000 et quelques ETI françaises, à elles seules, font 35% des exportations de la France. Il suffit d'augmenter le nombre des ETI pour voir c'est mécanique. l'exportation. Oui. Ouais. Claudine. Tout à fait aligné. L'export, j'irai même plus loin, l'export c'est vraiment le catalyseur, c'est celui qui fait basculer une PME au stade suivant, très souvent. C'est celui aussi, puisque vous savez, la tranche de TI c'est entre 50 millions et jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et entre 250 et moins de 5000 employés. C'est vraiment
le facteur qui va faire passer même les ETI au stade d'après. Les ETI, vous l'avez dit, représentent 35% des exportations totales en France et 75% des ETI sont des exportatrices. Et donc, c'est un véritable atout pour notre compétitivité et notre souveraineté, enfin tous les sujets dont on parle aujourd'hui, réindustrialisation, décarbonation, etc. Les ETI sont radicalement la clé pour ces sujets d'importance. L'export et l'emploi. Et justement, quand on parle emploi, 100 000 emplois créés via nos ETI, est-ce que nos ETI ont quand même un peu de mal à recruter ? Alors, je crois effectivement que c'est une des contraintes fortes, quels que soient les secteurs d'activité. Alors, dans certains, c'est encore plus prégnant. Pour ce qui est des métiers de la relation client, il est clair que nous avons, nous aussi, des difficultés à trouver des profils qui réunissent toutes les compétences en termes de savoir, de savoir-faire, parfois de savoir-être aussi. Donc, à l'entrée de l'entreprise, effectivement, on accueille aussi des problématiques de société. On constate parfois que la maîtrise de la langue française n'est pas forcément au top, tant à l'écrit qu'à l'oral, ce qui requiert de notre part des efforts supplémentaires en formation. D'ailleurs, au sein de Commerce, il y a Commerce Talent, dont la vocation est de recruter pour le compte de nos clients, mais également former. Et nous sommes, on parlait de certification, également certifiés Calliope pour garantir des process et des cursus de formation tout à fait du meilleur niveau. Mais effectivement, le recrutement reste quelque chose de compliqué aujourd'hui. Pas impossible, mais compliqué. L'emploi, le travail, en particulier France Travail, maintenant avec Thibaut Guilhuy, c'est une nouvelle dynamique qui arrive dans notre pays. Vous en discutez souvent dans le club ? Oui, souvent. On a même monté cette commission qui s'adresse aux directeurs RH de nos membres. C'est une véritable problématique. Alors, elle partage des problématiques communes aux autres entreprises, les métiers en tension, cette transformation du rapport au travail. Mais il y a aussi ce déficit d'image des ETI, des PME aussi, mais ce déficit d'image des ETI qui sont pourtant les premiers pourvoyeurs d'emplois au niveau national. C'est 3,5 millions d'emplois, les ETI, autant que les grands groupes. Et pourtant, elles sont un petit peu méconnues des actifs qui vont plutôt se diriger soit vers des grands groupes, soit vers des startups. Alors, comme ce ne sont pas des entreprises qui attendent que ça tombe du ciel, je dirais, d'ailleurs, tout à l'heure, Jean qui représente les entrepreneurs nous a fait part de toutes les mesures qu'il met en place, eh bien, notre groupement d'ETI, et cela c'est sur le plan national, donc avec l'ensemble des clubs ETI de France et avec le METI, ont décidé de mettre en place une campagne marque employeur, marque ETI, mais pour laquelle on va faire parler les collaborateurs. Donc une campagne Employee Advocacy qu'on est en train de mettre sur pied avec un certain nombre d'interviews, vidéos qu'on espère vont devenir virales et qui vont mettre en avant ces aspects que citait Jean tout à l'heure de RSE, de quête de sens auxquels ces entreprises répondent, d'évolution aussi plus rapide parce que ce sont des entreprises où on est plus proche de la direction, où on est remarqué plus rapidement, donc on va avoir des évolutions plus rapides. Ce sont des entreprises aussi très tournées vers la formation de leurs employés. On a mis en place une formation sur mesure pour les ETI avec HEC par exemple, et ça nos membres donnent accès, et aussi les autres clubs donnent accès à cette formation sur mesure. Et donc voilà, cette campagne sur laquelle on va travailler dans les mois qui viennent, avec, on espère, la collaboration des services publics que tu as cités, avec France Travail notamment, et puis les plateformes qui mettent en relation avec des candidats. Alors, être chef d'entreprise, on le sait, c'est pas facile. C'est peut-être le métier le plus beau, mais certainement le plus dur. Être président de la République, c'est pas facile non plus. Imaginez-vous, vous êtes président de la République, vous êtes le gouvernement. S'il y a une mesure que vous décideriez pour nos ETI, ça serait laquelle ? Et je pose la question en premier aux banquiers. J'ai l'impression que la clé, c'est la compétitivité. On l'a dit, ce sont des entreprises qui sont ouvertes sur le monde. Et la compétitivité, si on devait la localiser, il y a deux choses. Il y a la fiscalité. On ne peut pas être compétitif en Europe et à travers le monde si la fiscalité ne le permet pas. Et le reste, c'est
il faut faciliter la vie aux ETI. Il faut leur faciliter la vie. Donc il faut essayer. Ça veut dire simplification aussi. Simplification. C'est ce qu'a rappelé le président de la République hier soir. Il faut avoir le courage de lever un certain nombre de contraintes. Alors on est dans un univers européen qui offre une très grande protection aux consommateurs. Il faut surtout le garder, il ne faut pas le changer. Mais il faut trouver des voies de passage pour que les ETI... Il faut leur faciliter la vie, il faut leur permettre d'aller à l'autre bout du monde avec des points un peu moins durs à traîner. Jean Régnier. En un mot, si on parle de... Tu es président de la République, là. Et oui, alors je vais donc te rappeler qu'au fronton de tous nos édifices, il y a 3 mots qui s'appellent liberté, égalité, fraternité, que je remplacerai volontiers par liberté, équité, fraternité. On va commencer par le premier, liberté. Donc si je devais recommander une chose, c'est redonner de la liberté aux chefs d'entreprise. Je sais, et je n'ai jamais oublié qu'au mot liberté était indissociablement attaché un autre mot qui est le mot responsabilité. Les chefs d'entreprise français sont responsables, assument toutes leurs décisions. Rendez-nous de la liberté financière, administrative, sur les questions de formation aussi. On sait que c'est important d'investir en formation sur nos équipes. On n'a pas besoin d'autres entités extérieures pour nous dire ce qu'on a à faire. Donc on aime la liberté et on saura être responsable. Allez, on innove. Une femme, présidente de la République, Claudine Leprince. Une proposition à la croisée de ce qu'on vient d'entendre finalement, puisque évidemment c'est tout à fait, on va dire une évidence. Et je vais juste paraphraser, je suis présidente de la République, et paraphraser l'une des phrases qu'a dite notre président hier soir pendant sa conférence de presse. Il a dit supprimer les normes inutiles et réduire le temps. Je crois, je l'ai noté parce que ça fait tellement de sens, pour permettre de libérer davantage encore ceux qui osent, qui innovent et qui travaillent. On en revient à ce que vous avez dit tous les deux, effectivement, la simplification. Il faut savoir le coût aussi qu'engendrent ces surnormes, on dirait. Il y a à peu près plus de 700 nouvelles normes qui arrivent chaque année, qui déferlent comme ça, au point que le métier les appelle les cascades normatives. Et ces cascades normatives, elles coûtent par an aux ETI, rien qu'aux ETI, 28 milliards d'euros. Donc vraiment simplification, si j'avais une mesure à mettre en place, ce serait celle-ci. Et donc la loi Pacte 2 de Bruno Le Maire qui est en train d'être mise en place, il faut vraiment l'accélérer. Donc tout est réuni pour pouvoir le faire. Vous parliez tout à l'heure des équipes, c'est fondamental. On n'est rien sans ces équipes. J'en profite pour remercier les équipes qui, durant toute une année, préparent cette émission, qui sont en régie comme Camille, Alban, Florian, Marianne, mais également les équipes de préparation que vous avez eues, Luna, Sarah et Antoine en particulier. En fait, j'ai envie de vous dire un très grand merci à tous les 3 pour ce direct. C'est passé très très vite, comme vous l'avez vu, on n'a pas vu le temps passer. C'est impressionnant, c'est passionnant les ETI. Les ETI, c'est la vie. Cette émission, vous la retrouvez en télé, en radio, sur le web, sur les podcasts. C'est quelque chose de formidable. Et on a une chance, c'est la continuité de ces émissions. Aujourd'hui, on vit toute une journée, comme je vous l'ai dit, Aurine des ETI, la vie des ETI, parce que c'est ça, c'est les territoires, c'est la confiance, c'est le travail, liberté, égalité. Et j'ai presque envie de vous dire, investissez dans les ETI, croyez aux ETI, c'est la force de notre pays, le pays qu'on aime, notre pays, la France. Tout de suite, on se retrouve dans Recherche de talent avec Laure Rosier et son invité spécial, la patronne de Tuan. Merci, à très vite.